Alors, merci beaucoup, Claire Etchegaray, pour cet exposé très riche, très dense aussi et en même temps très clair. Donc, vraiment, merci. Euh, alors, moi, je vais commencer peut-être par juste rebondir sur quelques points. Et puis, comme d'habitude, on laisse d'abord la parole aux co-organisateurs et ensuite tous ceux qui veulent poser des questions. Par écrit, par oral. Voilà, il y a le chat aussi, si vous voulez écrire votre question à l'écrit, n'hésitez pas. Donc moi, je vais juste en fait revenir sur... en fait, il y a plusieurs... j'ai été frappée en fait par le fait que vous aviez beaucoup avancé en fait dans votre réflexion depuis l'article en fait que vous nous aviez envoyé. Et donc il y a tout un pan en fait de l'exposé que vous avez fait qui va vraiment bien au-delà de cet article. Et moi en fait, du coup, je vais un petit peu revenir à l'article et aux questions que vous avez posées au départ, parce que j'avais quelques questions à ce sujet-là. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse là plus précisément, c'est un peu la question du statut normatif des directives anticipées. Et je voulais vous demander, d'abord, ma première question, et c'est une question que je me suis posée en lisant votre article, c'est dans quelle mesure, en fait, les directives anticipées attribuent véritablement des droits. Parce que vous avez du coup évoqué donc la loi de 2016, hein, ou alors moi j'ai pas, je l'ai pas vraiment en tête. Je pense que vous l'avez mise sur l'écran, mais donc vous dites que le médecin doit prendre en compte ces demandes. Et je me suis demandé, ouais, juste du coup dans quelle mesure on est ici vraiment dans le champ du droit où il y aurait voilà des sortes de, je sais pas, de prérogatives qu'on doit respecter et qui créent des obligations au sens fort du terme. Est-ce qu'on est là dans le champ du droit ou est-ce qu'on est dans une sorte de zone grise entre finalement l'éthique et le droit et là les droits je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que ce sont vraiment des droits qu'il s'agit de respecter ou est-ce que ce n'est pas autre chose? Et donc ça, ce serait ma première question. Et en fait, finalement, c'est plus un retour en fait sur votre article. J'ai trouvé ça très intéressant et en fait, du coup, c'est lié en lien avec la première question. J'ai trouvé ça très intéressant cet article parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, vous posiez deux questions dans ce texte que vous avez du coup un petit peu laissé de côté là dans le cadre de l'exposé où vous êtes plus intéressé finalement à la question des dilemmes liés à l'identité personnelle, mais par rapport toujours un peu à ce statut normatif des directives anticipées. Dans l'article que vous nous avez fait lire, il y avait, me semble-t-il, deux questions. La question de savoir si finalement il faut appliquer les DA, c'est-à-dire d'où vient le caractère obligatoire des DA et dans ce cas-là, finalement, quelle est véritablement leur force obligatoire, enfin leur force obligeante d'une certaine façon. Et puis, et donc ça rejoint un peu la question que je posais, est-ce que ce sont vraiment des droits au sens juridique du terme? Et s'il faut les appliquer, comment les appliquer? Et alors, évidemment, c'est une question liée, mais toute la question revient ici à poser le statut finalement, de l'herméneute, quoi. Enfin, à la fois de l'herméneute et de celui qui va prendre les décisions. Et donc là, en l'occurrence, le médecin ou le personnel soignant qui doit faire un travail d'interprétation par rapport à cette complexe question des rapports entre une volonté exprimée alors à un moment donné, mais qui ensuite peut être réitérée à un autre moment. Et puis, toutes ces questions des circonstances de la fin de vie, dont dans l'article, vous dites bien qu'elles sont inanticipables. Et donc, ça pose un vrai problème, indépendamment de la question de l'identité personnelle, cette question de, quand bien même j'aurais la même personnalité, enfin, sans entrer dans le débat métaphysique, finalement, la spécificité de cette situation qui est la fin de vie, avec cette idée de circonstances inanticipables, eh bien, ça pose la question de, il y a tout un travail d'interprétation et d'ajustement à la situation qui doit être fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans votre article, la façon dont vous évoquez ça, parce que finalement, on a vraiment
Et du coup, oui, voilà, tout ce que vous, comment, toute la proposition que vous faites sur le raisonnement par analogie, par opposition à la subsomption, etc., moi, j'ai trouvé ça vraiment très, enfin, vraiment très stimulant. Et donc, voilà, je me demandais si vous pouviez revenir un petit peu davantage sur cette question, finalement, de la place, enfin, oui, du statut juridique et normatif des directives anticipées. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos 2 questions, puisque finalement, c'est 2 questions qui sont vraiment au cœur, de, ma réflexion. Alors d'abord, quand vous demandez si finalement, on est sur le terrain éthique ou sur le terrain juridique quand on se demande si elles sont normatives. C'est bien, hein, votre, 1re question, Clotilde. Alors, je pourrais botter en touche et en disant, de fait, c'est les deux. Désormais, dans le cadre de 2016, c'est les deux. Il est certain que nous, philosophes comme tels, la question éthique comme telle, de savoir si, lorsque quelqu'un vous laisse même un bout de papier et même dans un autre état de droit, mais vous laisse un bout de papier, savoir si ça vous oblige en quelque sorte ou pas, c'est déjà une vraie question d'un point de vue éthique. Mais il se trouve, oui, depuis 2016, et donc je reviens sur votre propos, en 2005, il y avait un article de Véronique Fournier là-dessus, qui disait bien les choses. À l'époque, en 2005, on demandait simplement aux médecins de prendre en compte les directives anticipées, hein. Désormais, elles s'imposent aux médecins, et effectivement, les juristes avec lesquels je travaille me confirment bien, effectivement, là, pour le coup, c'est dans la loi, c'est inscrit, c'est un vrai tournant dans la place même que le législateur accorde aux directives anticipées. Et je vous disais, hein, si vous allez voir encore sur le site du gouvernement qui propose le formulaire, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il est bien noté que le médecin devra respecter. Donc, j'ai envie de vous dire, de fait, c'est à la fois juridique et éthique, hein, désormais en France. Alors, bien sûr, la question pourrait être de savoir, mais finalement, on pourrait se dire que, on pourrait même se demander si les directives anticipées comme telles doivent avoir cette forme normative, plus exactement, si des écrits comme ça doivent avoir une telle force normative. Alors, donc là, on rejoint l'autre aspect qui est, est-ce que c'est par elle-même des droits, vous dites? Alors, si vous voulez, par elle-même, un énoncé comme tel n'est pas un droit. De même que quand je dis, j'en sais rien, moi, quand je dis Smith doit 1500 € à Tartampion, ce n'est pas un droit comme tel, mais il attribue un droit. Ce n'est pas l'énoncé qui est le droit, évidemment. Il attribue un droit. Et donc, l'idée, effectivement, c'était de revenir sur la question de savoir quelle volonté on peut identifier à T2 quand on lit des directives anticipées de quelqu'un, quel droit du patient cela lui donne, quel droit aux soignants aussi cela donne, puisque bon, ça j'en ai parlé, mais c'est aussi évidemment les questions quand on est soignant, et aussi quelle responsabilité alors, puisque je n'ai pas pu rentrer effectivement dans le détail, mais évidemment, comme les directives anticipées sont souvent très générales, la question de savoir ce qu'on doit faire pour les soignants reste souvent entière. Et donc, je suis bien d'accord avec vous. Oui, c'est souvent dit dans la littérature, l'un des gros problèmes de la fin de vie, c'est qu'il y a des circonstances inanticipables. Reste que, alors, donc, vous avez bien compris que si on va sur le terrain de savoir comment on doit rédiger des directives anticipées, ce que je dois décider pour ma fin de vie, moi, je serais très critique sur ce point-là. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est à la limite du concevable, et que plus on demande à un patient déjà vulnérable, entrant en EHPAD, etc., mais se décider, bon sang de bonsoir, plus je pense qu'on est complètement en dehors des clous d'un point de vue éthique. En même temps, effectivement, comme acte de langage, il me semble que oui, on peut entendre faire droit, disons, faire une place à la légitimité de cette demande. Et alors, qu'est-ce que cette demande ? Cette demande,
c'est une demande pour T2, alors que justement, on ne connaît pas toutes les circonstances qui se produiront. Okay, et en même temps, c'est censé exprimer une volonté pour T2. Et donc, j'ai envie quand même d'essayer de faire droit à cette demande parce qu'on rencontre aussi des patients qui veulent rédiger des directives anticipées. Et donc, ma question, c'est de savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils font par là. Et il me semble que d'abord, ils s'attribuent une volonté, mais vous savez bien, Clotilde, qu'il y a s'attribuer une volonté. Après, la critique du mentalisme en philosophie, c'est quand même très délicat, en fait. Et donc, ça voudrait dire que, par exemple, pour authentifier les DA, il faudrait avoir accès à la volonté intérieure du patient par un moyen direct, je ne sais lequel, et se dire que ça correspond bien à ce qui est exprimé dans ces DA. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc, je pense que les analyser comme actes de langage, ça permet d'éviter effectivement des présupposés mentalistes, pour le dire d'emblée. Ça ne signifie pas effectivement qu'il n'y ait pas un travail, comme vous dites, alors d'interprétation. C'est souvent ce qu'on dit, des DA. J'ai plutôt envie de le penser effectivement comme un travail, comme un raisonnement quand même, parce que je vois bien aussi que le risque de parler d'une forme d'interprétation qu'aurait le médecin à faire devant des DA, c'est tout simplement de vider leur sens de directive, en fait. Et donc, j'essaye presque de penser la logique de ce raisonnement que peut faire le médecin. Et il me semble que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas tenir les énoncés des DA comme des prémices universelles. Voilà, comme des prémices universelles, parce qu'en fait, quand un patient se demande in abstracto, est-ce que je veux une trachéotomie ou est-ce que je voudrais une antibiothérapie au moment même où je suis déjà en fin de vie, etc. Quand un patient réfléchit à ça, justement, il n'a pas la connaissance de toutes ces autres circonstances qui pourraient venir changer sa délibération. Et donc, en fait, ce qui nous exprime là, ce sont des cas, oui, abstraits, mais selon moi, ce sont des cas particuliers quand même. C'est des cas particuliers, c'est des volontés particulières pour des cas en fait très, très peu spécifiés et qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas appliquer, oui, comme l'universel comprenant la situation de T2. Est-ce que je suis plus claire ou... Oui, merci beaucoup. Merci. Du coup, je ne sais pas, Fabrice, Benoît, qui parmi vous souhaite prendre la parole? Oui, je vais prendre le relais. Merci beaucoup. C'était très, très, très riche et très stimulant, et notamment tout ce déplacement proposé à partir de l'article que vous nous aviez envoyé, combien vous êtes allé beaucoup plus loin. Alors, je suis vraiment, de mon côté, pas spécialiste de philosophie morale, donc je vais pas poser des questions directement là-dessus, mais quand même, en positionnant disons, essayer de positionner ce savoir de philosophie morale par rapport au questionnement qu'on a sur le sujet de droit. Alors, je vais commencer en fait au plus direct. J'ai été très marqué par votre dernière diapo où finalement vous rejoignez la position du Comité des droits de la Convention. Vous terminez par ce mot, capable pour parler de votre mère, mais capable pour parler des expériences de fin de vie, et capable, je l'entends pour parler de l'expérience humaine. Donc, il y a ce point final qui fait relire l'ensemble de votre présentation. Et j'ai quand même un peu envie de vous demander, est-ce que ce capable point, vous en prenez toute la mesure dans le cadrage
dans le cadrage que vous avez fait, en tout cas du débat tel qu'il existe, vous les avez présentés en philosophie morale, quand même autonomie, paternalisme. Est-ce qu'il n'y a pas une invitation avec ce capable point final à déplacer le cadrage autonomie, paternalisme? J'ai l'impression que vous commencez sur un positionnement Nogueiro, Caron d'Église, en nous disant est-ce que le sujet de droit est illusoire? Vous nous dites au final, capable, point, il y a un sujet, est-ce que c'est bien un sujet de droit que vous nommez comme capable, pour terminer? Et j'ai envie de dire, si c'est le cas, alors effectivement, le questionnement, il n'est pas autonomie-protection, il est bien quelles sont toutes les dispositions de régulation qu'on se donne pour préserver ce sujet de droit capable dans toutes les circonstances de vie et d'abord dans cette circonstance de fin de vie. Alors, comme ça, je dirais intuitivement, sur l'argument de la fin de vie, c'est pour ouvrir peut-être une seconde remarque. Est-ce qu'il y a une exceptionnalité analytique de la fin de vie ou simplement une exceptionnalité de l'expérience de la fin de vie? Et j'ai l'impression, j'aurais tendance à dire, là encore, pour raccrocher avec la position du Comité des droits et avec ce qui s'est passé sur la négociation de l'article 12 et puis la controverse qu'elle a suscitée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une expérience analytique préférentielle de la fin de vie par rapport à beaucoup d'autres circonstances de vie avec des allures, des formes de handicap très particulières. Donc, il n'y a pas une expérience de pensée particulière avec la fin de vie. Par contre, de fait, ça rappelle qu'il y a une primauté de l'expérience, là, de manière irréductible, quand on pose la question aussi proche d'une question de l'enjeu existentiel, quoi. Et je trouve intéressant de vous demander, là encore, je fais le lien avec votre dernière diapo, est-ce que votre savoir expérientiel, est-ce que vos intuitions morales, elles sont bridées par le cadrage on va dire, de philosophie analytique morale que vous proposez, ou est-ce que vous avez l'impression de pouvoir les déployer complètement? Vous entendez à ma question que j'aurais l'impression qu'il y a une petite bride là, bride qui empêche encore de faire le pas, à mes yeux, de dire oui, on accepte le nouveau cadrage proposé par l'article 12, et ça invite de construire l'analyse, de construire l'objet, comment dire, l'approche disciplinaire, de la déplacer un petit peu. Et on n'a pas encore, on cherche, et c'est l'un des enjeux du séminaire, de trouver le bon cadrage disciplinaire pour soulever cet enjeu. Mais en tout cas, j'ai envie de vous poser cette question. Au moins, est-ce que vous vous sentez un peu bridé dans votre cadrage disciplinaire au moment de défendre ce capable point? Voilà. Je dirais, c'est pour expliciter là encore, troisième point, sur cette position de la capacité universelle, quand même vous entendre très directement, est-ce que oui, en fait, vous avez envie de partir dans ce cadrage, ou est-ce qu'en fait, il y a des réserves de fond qui vous retiennent? Alors, merci beaucoup. Je crois que oui, c'est encore une excellente question. Et je ne suis pas sûre d'avoir encore la réponse. Alors, peut-être que justement, parce que votre question se pose bien et qu'elle est très bonne, je n'ai pas encore tout à fait la réponse. Il est clair que j'ai rencontré ces problématiques, non pas en m'interrogeant sur la capacité en général et la capacité des personnes vulnérables en général, mais vraiment en me confrontant aux expériences de fin de vie et aux problématiques de fin de vie dans le cadre du GIP. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas sûre encore de savoir quoi vous dire en tant que philosophe
Alors oui, bien sûr, oui, vous l'avez bien vu, j'ai des intuitions morales, j'ai des engagements, mais d'un point de vue de philosophe, oui, du point de vue de l'analyse, c'est vrai que peut-être pour l'instant, je ne suis pas encore capable de vous dire. Alors pourquoi je résisterais un tout petit peu, ou pourquoi je le prends pas, pourquoi en un sens, bien sûr, la capacité universelle me semble importante à promouvoir, et pourquoi je peux avoir des résistances? Il me semble que justement l'attention aux différents cas, alors par exemple, je ne sais pas moi, en matière de droit de vote, l'attention à la différence entre ce qui se passe entre les actes patrimoniaux et les actes de représentation à la personne, me fait, oui, m'enjoint à moi, en tous les cas, de réfléchir à chaque fois, dans chaque cas, si la défense de cette capacité universelle, à laquelle évidemment, oui, bien sûr, j'aurais peut-être tendance en tant que soignante ou personne lambda, eh bien, je crois, oui, quand même, il y a des travaux qui mettent le doigt quand même sur le risque de cette insécurité juridique qui me semble effectivement quand même important. Et donc, le droit de vote ou le mariage, ou même rédiger les directives anticipées quand on est soi-même une personne vulnérable, je pense qu'il y a quand même des points d'alerte, des points de prudence. Typiquement, Dresser, son argument, hein, c'est de dire, évidemment, quand on vient de recevoir le diagnostic péjoratif d'une démence sévère future, il y a sans doute des biais qui font qu'on surestime la misère de la démence, et qui font qu'on pourrait avoir davantage tendance à demander dans les directives anticipées un arrêt des traitements ou des choses comme ça. Et je crois que ça s'entend aussi quand même. Et donc, je suis il me semble que oui, la sensibilité aux situations, alors par exemple l'incurie, oui, la fin de vie, le refus de soins, tout ça, c'est des situations qui demandent beaucoup de délicatesse au sens jungien, c'est-à-dire faire attention, repérer ce qui compte comme circonstance. Et donc, je n'ai pas envie pour l'instant de dire, quoi qu'il arrive, effectivement, bien sûr qu'on défendra les capacités, mais la question, c'est de savoir quelles sont ces capacités, quelle est la mesure de cette capacité dans telle ou telle situation. Peut-être que ça vous frustre beaucoup, ma réponse, et je le comprends parce que j'en suis qu'au début encore de mes recherches. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus. Merci. Je vais enchaîner peut-être. D'abord, un grand merci, Claire, parce que vous avez travaillé de manière extrêmement approfondie des questions et puis des auteurs sur lesquels moi-même j'ai travaillé il y a à peu près une quinzaine d'années. Ça ne me rajeunit pas, mais je trouve que vous m'avez permis de découvrir des références nouvelles que j'ignorais. J'aurais peut-être 3 questions un peu différentes. L'une plutôt sur les directives anticipées, l'autre sur les directives anticipées dans le contexte de la démence, et le troisième qui nous rapproche plus sur le sujet du séminaire, sur ce que c'est qu'un sujet, une subjectivité, un sujet de droit. Voilà. Le premier point, c'est sur les directives anticipées, finalement, vous ne les avez pas resituées par rapport à d'autres formes qu'on peut avoir pour faire connaître sa volonté ou ses préférences de manière anticipée. Je trouve que ça aurait peut-être été utile parce que ça aurait permis de montrer un peu leur spécificité. Vous l'avez lié très vite à la fin de vie, alors qu'il me semble que comme dans la loi de 2005, on peut rédiger des directives anticipées pour toute situation, même fin de vie, où on ne pourrait plus décider pour soi-même. Mais par rapport à un dispositif beaucoup plus souple, par exemple une personne de confiance à qui on indique ses préférences ou ses proches qui devraient en témoigner, par rapport à des choses, donc là on est quand même dans quelque chose d'assez formel qui est écrit, par rapport à des alternatives aux directives anticipées qu'on voit se développer sous le nom d'Advanced Care Planning, où c'est
non pas seulement des refus anticipés de soins médicaux, mais aussi possiblement des préférences positives sur une modalité d'accompagnement. Donc, si on le resitue comme ça, est-ce que vous ne croyez pas malgré tout, moi j'entends vos réserves et vos critiques, moi je trouve le point de Nagel vraiment intéressant, on peut manquer de respect à quelqu'un qui n'est plus, c'est vraiment l'intuition centrale de Dworkin, je pense aussi. Il me semble quand même qu'il y a deux questions là sous-jacentes. Est-ce que c'est un dispositif correct, valide, qu'on doit soutenir? Et puis, il y a quand est-ce qu'on doit le mettre en œuvre? Et je trouve que la situation d'euthanasie que vous citez des Pays-Bas, elle pose plus la question de savoir quand il faut le mettre en œuvre que de sa légitimité de fond. On a le sentiment que là, ça a été mis en œuvre alors même que la personne était encore présente et exprimait quelque chose. Donc, moi, est-ce que vous seriez d'accord quand même pour faire une différence, si on dit tout ça, qu'il y a d'autres façons de faire connaître ses volontés ou ses refus? Est-ce que quand même le fait que quelqu'un prenne la peine de rédiger des directives, c'est pas l'indice de quelque chose? C'est quand même une démarche positive que nous ne faisons pas tous. D'ailleurs, on est très peu nombreux à le faire. Il y a très peu de personnes qui en ont rédigé, y compris parmi les professionnels de santé. Et donc, est-ce que l'indice, là, cette existence des directives, elle ne renforce pas quand même un poids dans ce sens-là? Je vous dis pourquoi je vous dis ça, parce que Dworkin lui-même, alors c'est un très fervent défenseur de ce dispositif, dit à un moment donné, dans son chapitre qui est court quand même, et donc on est obligé de deviner un peu ce qu'il veut dire, mais il dit c'est pas parce qu'une personne a des troubles neurocognitifs très, très sévères qu'on ne doit plus la traiter avec humanité. Et à un moment donné, il laisse ouvert la question de savoir si la préoccupation morale première, ce sera de respecter son autonomie et donc ses directives, ou de faire preuve d'humanité, d'essayer de minimiser sa souffrance, son inconfort. Et je trouve mais il dit, si vous choisissez l'option respecter son autonomie, alors vous n'avez pas d'autre choix que d'aller aux directives. Voilà. Et donc, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait quand même d'aller sur un dispositif, qu'une personne aille sur un dispositif comme ça, aussi formel en plus, ça ne dit pas quelque chose et ça ne vient pas un peu nuancer votre idée que ce n'est pas un contrat d'Ulysse, c'est-à-dire, déjà, je pense que parfois ça peut l'être, mais est-ce que, outre l'acte de langage, là, et pas de la promesse vis-à-vis de soi ou de la liaison de soi qu'on fait, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là quand même qui indique que c'est un profil de personne qui souhaite que cette voix-là, elle soit entendue? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est votre première question, je réponds tout de suite. Ouais. Bon, si vous voulez, ouais. Alors, donc, déjà, effectivement, vous avez raison, je n'ai pas pris le temps, en fait, de dire qu'évidemment, dans la loi, les directives anticipées arrivent en même temps que la promotion de la personne de confiance. Et donc, ça pose encore d'autres soucis, notamment pour les mandats de protection juridique. La question de savoir si le tuteur est personne de confiance ou pas, s'il y a conflit, qui on va voir, etc. Mais vous avez raison, il peut y avoir la question de savoir si finalement, lequel des deux dispositifs serait préférable, pour poser la question de manière abrupte. Mon intuition, et je ne sais pas si c'est une intuition, je crois que c'est maintenant une thèse, pour les raisons un peu que j'ai dites, je pense que la personne de confiance, dans la mesure où c'est quelqu'un, et dans la stricte mesure, où c'est quelqu'un qui connaît bien le patient, qui vit avec lui, et qui donc a la confiance du patient, c'est quand même préférable, effectivement, d'écouter la personne de confiance que d'aller voir les directives anticipées. Ça me semble évident, précisément parce que la personne de confiance, elle pourra dire non pas ce qu'aurait voulu le patient s'il avait connu à T1 la situation de T2, ça c'est ce qu'on fait à partir des directives anticipées. Elle dit ce que pourrait vouloir le patient là à T2.
Alors, simplement, vous connaissez le vrai problème, je trouve que c'est très, très bien posé par Beauchamp et Childress, et je crois que c'est Dresser, ils se sont inspirés de Dresser aussi, hein, qui dit, en fait, pour pouvoir faire ça, pour que la personne de confiance puisse en fait être vraiment porte-parole et pourrait dire ce que voudrait le patient, il faut prendre en compte toutes les circonstances et peut-être même donc la circonstance elle-même de la maladie, de la pathologie. Et donc, la question même d'identifier ce que voudrait le patient s'il n'était pas en incapacité, en un sens, elle est à la limite, évidemment, de ce qu'on peut envisager. Reste que, pour moi, elle est quand même préférable, je crois, d'un point de vue éthique, au dispositif des directives anticipées. Alors, maintenant, donc, du coup, j'en viens à votre objection centrale, et que j'entends bien, hein. Quand il y a quand même des gens qui prennent la peine de rédiger des directives anticipées, et on n'est pas si nombreux que ça, effectivement, à le faire. Bon, enfin, moi-même, je ne l'ai pas fait, mais alors, c'est vrai, Fabrice, mais vous m'accorderez que la plupart, d'autant plus, en fait, la plupart des directives anticipées dont les soignants disposent en fin de vie, c'est des formulaires d'EHPAD qui sont pas du tout rédigés forcément par des gens qui ont pris le temps, une après-midi, de se poser, ou qui ont couché sur papier leur volonté profonde. Donc, en un sens, j'ai envie de vous dire, mais oui, bien sûr, si on peut attester, en fait, que la personne a pris le temps de rédiger ces directives anticipées, si on peut attester que, d'une certaine manière, en tous les cas, moi, il me semble quand même qu'on ira chercher de toute manière les directives anticipées que si elle n'a pas une déclaration présente contraire en droit français. Donc, c'est plutôt quand elle ne s'exprime pas. Quand elle ne s'exprime pas, dans le cas où donc, on a un patient en fin de vie qui ne parle plus, et dont on nous rapporte des directives anticipées rédigées en conscience il y a 2 ans, et dont les proches nous disent qu'il y avait réfléchi, évidemment, on les suivra. Le problème, c'est que la plupart du temps, je ne suis pas sûre que... Alors ça, c'est à la fin du GIP où on aura davantage de données sociologiques, mais je ne suis pas sûre que la plupart des directives anticipées se rédigent comme ça. En fait, les directives anticipées, c'est un formulaire qu'on nous donne à l'entrée en EHPAD ou à l'entrée dans un service. Ça peut être un service gérontologique ou quelques services, ou même un service d'urgence. Et là, ce n'est pas sûr que les conditions de rédaction des directives anticipées attestent cette résolution dont vous faites part ici. Alors maintenant, votre question, ce sera, bon, alors d'accord, mais n'empêche que pour ces cas-là, pour ces cas où il y a une résolution, effectivement, et donc vous posez quand même le dilemme frontalement. C'est-à-dire, dans les cas où il y aurait une rédaction de directive anticipée comme ça, très résolue, et où à T2, on se trouverait devant un patient donc, qui souffre. C'est ce que vous nous dites là en rappelant le cas de Dworkin. Moi, il me semble que, mais il faudrait en discuter avec d'autres soignants, mais il me semble qu'en tant que soignant, au minimum, le dilemme se pose. Donc, au minimum, ce que j'ai voulu promouvoir, c'est vraiment que, au minimum, on se sent et donc obligé des deux côtés. Et donc, la prétendue solution au dilemme qui dirait non, mais en fait, on ne trahit pas la personne présente ou on ne trahit pas la personne passée, à mon avis, ça ne vaut pas. La question, c'est de savoir quelle option prend le pas sur l'autre, quelle normativité a le plus de poids d'une certaine manière. Et donc là, honnêtement, de ce point de vue-là, il est hors de question de mon côté de jeter la pierre à qui que ce soit. Quand on est dans un dilemme, précisément, il y a quelque chose d'irréprochable, la décision qui sera prise de la part des soignants et de la famille. Reste que, pour ma part, il me semble que la vie présente
puisque c'est la vie présente, elle est vécue par la personne présente. Si la personne présente, fût-elle démente, vous dit qu'elle tient à sa vie, vous dit qu'elle veut qu'on la soulage, ça me semble effectivement, il me semble qu'il y a une injonction éthique prioritaire à l'injonction de respecter la volonté passée. Merci beaucoup. Mais du coup, ça me fait la transition. Je vais relier regrouper ma deuxième et ma troisième question. C'est que, indépendamment de la question sur les directives anticipées, la question philosophique qui est derrière, c'est évidemment la question du sujet ou de la subjectivité et de ses valeurs ou de sa volonté. Je trouve que, et c'est pour ça que l'exemple, le cas d'espèce des troubles neurocognitifs ou de la maladie d'Alzheimer sont intéressants parce qu'on n'est pas dans le cas ni de quelqu'un qui est inconscient et qui ne peut rien exprimer, ni dans le cas classique en bioéthique du témoin de Jéhovah qui exprime une demande qui semble contradictoire avec ce qu'il a exprimé dans une situation particulière. Du coup, là, moi, j'ai juste une petite gêne terminologique. Je trouve que vous reprenez en français le terme de démence, qui en anglais, il passe bien comme un handicap neurocognitif évolutif, mais je trouve que en français, surtout quand vous dites le dément, ça fiche, ça devient comme le fou, et du coup, Alzheimer n'est même plus le cas limite, parce que, voyez, donc, je trouve que c'est justement dans cette finesse, la terminologique avec laquelle on va décrire les choses, et c'est pour ça, du fait de cette progressivité des difficultés ou d'une fragilisation des capacités de discernement, que la question de savoir à partir de quand des directives qui ont été écrites, rédigées bien longtemps avant se pose. Il y a un livre entier quasiment sur le sujet de Jonathan Herring, The Law and Ethics of Dementia, où en gros il prend des exemples de quelqu'un avec des troubles neurocognitifs et est-ce que voilà, ils essayent de voir à partir de quel moment des directives peuvent entrer en ligne de compte. Moi, ce qui m'intéresse plus en fait, et ce que vous apportez de vraiment intéressant au débat, je trouve avec cette notion d'ascription, et j'ai beaucoup aimé en fait le moment où vous vous réinscrivez comme moi d'ailleurs, je pense que j'ai le même intérêt pour sa pensée dans les travaux de Javanska, quand vous dites tenir à la vie, ça peut être un défaiseur de l'ascription qui est réalisé par les directives anticipées. Et là, vraiment, au sens où il y a une forme de valorisation. Alors, je pense que le travail conceptuel qu'on a à faire, il est vraiment là-dessus, et vous y êtes allé un peu quand vous dites qu'est-ce que c'est qu'attribuer de la valeur à quelque chose. Alors, et chez Dworkin et chez Javorska, ils ont en arrière-plan les travaux de philosophie morale sur les théories hiérarchiques de l'autonomie, et c'est ça qui est en arrière-plan des intérêts critiques et des intérêts immédiats. Et en gros, pour eux, on reste une personne, un sujet, à partir du moment où il y a une forme d'épaisseur des préférences, et en gros des préférences immédiates et des préférences sur lesquelles j'ai une forme de réflexivité, disons pour le dire extrêmement vite. Et c'est ça qui constitue un sujet ou une subjectivité, et c'est ça qui normalement s'exprime dans des directives anticipées. Et je trouve que tenir à la vie, ça peut être ambigu comme formule quand même, parce que si vous reprenez l'exemple du témoin de Jéhovah, au moment où contrairement à ce qu'il a écrit de ne pas être transfusé, il panique, à ce moment-là, on peut dire qu'il tient à la vie d'une certaine façon. Vous voyez, donc je trouve, je ne sais pas quelle piste vous auriez pour approfondir, et justement, puisque c'est ça qui nous intéresse, et c'est ça qui est à l'arrière-plan de cette discussion sur les directives anticipées, qu'est-ce qui constitue un sujet et un sujet de droit? Comment est-ce que cette subjectivité, quelle forme peut-être différente elle peut prendre, et en quoi le fait d'accorder de la valeur à des choses, c'est central pour vous là-dedans? Je vais commencer déjà par plaider coupable sur le deuxième point, puisque ça, c'est la réponse la plus simple.
simple et la plus évidente, vous avez bien raison, hein, effectivement, parler du dément, quelque chose de faire remarquer, vous avez parfaitement raison, puisqu'on on est sur des questions qui demandent énormément de doigté et d'attention aux zones grises, à la graduation, etc. Donc, effectivement, il n'y a jamais de déficience cognitive on-off. Et donc, oui. Voilà, j'ai rien à dire parce que je crois pas que c'était une question, c'était une critique et elle est parfaitement juste. Alors, sur la troisième question, tenir à la vie. Alors, je suis pas sûre. Moi, il me semble qu'effectivement, le témoin de Jéhovah qui supplie tient à la vie, justement, tient à la vie présentement. Hein. Donc ça, on est vraiment d'accord, on n'a pas de désaccord là-dessus. J'entends votre question, Fabrice, comme demandant, est-ce qu'on peut conceptuellement lier l'idée d'un sujet de droit avec ce fait-là de tenir à la vie? Est-ce que... alors, c'est vraiment une question massive et à la fois passionnante. Je ne m'étais pas du tout formulé les choses ainsi, mais je trouve que c'est à la fois extrêmement stimulant et je serais incapable de répondre tout de suite. Oui, bien sûr. Alors, j'imagine que si on va vers l'idée d'un sujet de droit capable et des capabilités, c'est typiquement vers ça qu'on ira, hein, évidemment. C'est le sujet vivant, d'une certaine manière, et donc le sujet vivant qui peut développer ses capacités dans certaines conditions. Et c'est précisément ce lien, hein, finalement, entre les capacités possibles et les conditions, alors matérielles, étatiques, etc., qu'on nomme les capacités. Et le droit, c'est précisément de pouvoir exercer ces capacités dans certaines conditions. Et évidemment, Seine, Nussbaum, on peut penser à exercer son droit fondamental d'être vivant, en fait, tout simplement, et à la reconnaissance même du fait d'être vivant. Oui, donc je vois bien le lien conceptuel et je vois bien effectivement ce qu'il faudrait, ce à quoi il faudrait réfléchir. Pour l'instant, je ne vois pas encore ce qui pourrait s'y opposer. La question, une fois encore, c'est de savoir un petit peu comme peut-être à Benoît Hérault, c'est toujours la question de savoir si, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va se rendre apte à définir les droits, à déterminer les droits d'un sujet. Une fois qu'on a dit un sujet de droit, c'est toujours un sujet vivant, ok ? Et donc le fait même de vivre, effectivement, donne des droits à exercer des capacités, et notamment la capacité fondamentale qui serait tenir à la vie, quoi. Ok. Est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit quelque chose de tellement vaste et tellement évident que finalement le critère de savoir quel droit on a dans telle ou telle situation nous fera un peu défaut. Moi, c'est toujours un peu ça. C'est pour ça que j'essaie plutôt de partir de différentes situations, fin de vie, incurie, pour ensuite réfléchir à quoi on a droit, quelles sont les capacités à mettre en œuvre, à protéger ou pas, etc. Plutôt que partir en général d'une définition du sujet de droit est capable et de dire dans toute situation, il faut le défendre. C'est évident hein, que dans toute situation, là où on a un sujet de droit, il faut le défendre. Mais la question, c'est de définir dans chaque situation et en contexte. Je me permets de rebondir sur ce point qui est vraiment tout à fait important. Et comment dire, il me semble que cette question de l'individualisation par situation de la teneur des droits d'une personne, c'est quand même ce qui a été promu ces dernières décennies, aussi bien juridiquement que dans les réflexions des praticiens du droit que des praticiens de la médecine.
Donc, il y a une finesse, de l'analyse qui est allée très loin et qui ne touche pas le cœur pater familias de l'affaire, c'est-à-dire la présomption d'incapacité qui est faite envers les personnes les plus vulnérabilisées et qui reste un réflexe normatif très fort. Donc méthodiquement, peut-être, là encore, l'invitation un peu provocatrice de dire non, on va à l'inverse, on repart d'un principe universel pour ensuite décliner dans les cas, est peut-être une invitation à prendre au pied de la lettre pour revisiter des tas de classifications, notamment juridiques, mais certainement aussi éthiques, qui reproduisent le système protectionnel classique de la sécurité juridique. Merci, oui, effectivement, je loupais un peu effectivement cette question-là. Présomption ou pas de capacité, finalement, c'est ça qui est ou d'incapacité, c'est ça qui est en jeu. Là encore, je crois que c'est aussi parce qu'on se heurte à mes propres limites pour l'instant de compétences. Honnêtement, je ne viens pas de la philo du droit, je ne viens pas forcément de la philo de la médecine non plus. Et vous voyez, typiquement en cas d'incurie, qui est aussi un cas que je connais bien. Alors, l'incurie, là aussi, on voit bien en ayant écouté différents acteurs aussi dans le GIP, la présomption de capacité, à un moment aussi, elle va se heurter. En fait, donc, j'aurais envie de dire, par défaut, présumons les capacités, bien sûr. Mais en même temps, on va se retrouver face à des situations où, clairement, on sera obligé quand même de remettre en question cette présomption par défaut, tout simplement parce que le sujet de droit n'est pas seul, quoi. Et c'est ça le problème. L'incurie, c'est vraiment ça, c'est que le sujet de droit, il vit dans un appartement où il y a des enfants à côté, où il y a des enfants qui passent dans la rue. Et donc, en fait, le sujet de droit, il n'est pas isolé. Et donc, la présomption de capacité, ou le sujet de droit qu'on présume capable de se marier, là encore, moi, je réfléchis plutôt sur les personnes âgées, donc je n'ai pas encore de conviction faite, mais j'entends quand Nogueiro nous dit, ça, quand même, ça produit de l'insécurité juridique. Et donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas présumer prima facie la capacité, mais je dis simplement que cette présomption par défaut, nécessairement, elle va se heurter si on fait attention à telle ou telle situation, parfois au fait que le sujet présumé capable est aussi relationnel, quoi. Et donc, ces capacités ont aussi des impacts ou parfois des responsabilités par rapport à d'autres sujets. En tous les cas, nous, présumer une capacité prima facie, ça nous rend aussi responsables de ce qui va se passer par rapport à d'autres sujets de droit éventuellement vulnérables. Et donc, c'est là où, vous voyez, ma résistance, Benoît, ce n'est pas du tout sur le principe. C'est simplement que j'ai toujours peur des bonnes intentions, en fait. Et que je me dis que les bonnes... Mais dans ce séminaire, c'est ce que vous faites en donnant la parole aux juristes, à des gens, des acteurs, quoi. Les bonnes intentions, elles se heurtent parfois à des pratiques. Et c'est donc au problème des pratiques, à partir des problèmes qu'on rencontre dans les pratiques, qu'on peut ensuite en venir, je crois, à définir des positions éthiques. Et c'est vrai que les grandes généralités, je m'en méfie. Merci beaucoup, Claire, pour ces éléments. On repasse la parole à Clotilde, peut-être pour une question. Oui, merci. Alors, il y a une question de la part de Bernard May. Alors, on va vous laisser le micro et puis ensuite, peut-être on regardera rapidement le chat. Vous avez eu beaucoup de remerciements et puis quelqu'un a demandé s'il était possible d'avoir accès à votre exposé, mais ça, je réponds d'emblée qu'effectivement, la vidéo sera mise en ligne plus tard et donc vous pourrez accéder aux diapositives, notamment si c'est ça qui vous intéressait.
Alors, on laisse la parole à Bernard. Oui, moi, ce qui me frappe, enfin, ce que je ressens, c'est qu'on a ce qu'on a appelé un civilization clash. Le civilization clash sur une très longue durée. Le civilization clash, c'est l'émergence de la responsabilité de protéger qui a été introduite en fait par le codex de Théodéric au VIe siècle, qui donne ces codes du lien féodal, qui est la protection du seigneur sur les sujets et des sujets protégeant le seigneur. Et ce changement a conduit à un droit, à une allégeance personnelle et à une mise entre parenthèses du droit de propriété qui est arrivé à être presque complet au XIIe siècle. Et le XIIe siècle, avec l'Inquisition, la protection, y compris vous garantir le ciel en vous mettant dans le bûcher, et ça a continué, ça a été très marqué par Thomas d'Aquin. Et il y a un article d'un professeur de théologie du Centre d'études des sciences religieuses de Normandie sur 2 articles de sortie de l'antagonisme entre dominicains et jésuites, qui est donc une analyse d'un texte d'un jésuite canadien, Lonergan, et d'un bénédictin belge, Lotin. Et donc, ce professeur fait un court article, schématique bien sûr, mais où il montre qu'en fait, Thomas d'Aquin allait beaucoup plus loin que tout ce qui a été dit ultérieurement. Et on assiste là, en fait, au XVe, XVIe siècle, à la bataille de l'école d'Alicante, centre de théologie créé par les dominicains dans la lignée de Thomas d'Aquin, mais néanmoins très docile vis-à-vis des autorités, puisqu'ils invoquaient le devoir moral de céder à la violence. C'est-à-dire que c'était à la fin de la grande période de l'Inquisition, avec quelques remords par rapport à l'Inquisition, mais il ne fallait pas détruire l'autorité de Rome, et donc il ne fallait pas condamner. Et d'autre part, les dominicains eux-mêmes avaient été chargés de l'Inquisition, même si c'était pour en limiter la violence. Et donc là, on assiste au fait que le débat, donc à l'intérieur de l'école d'Alicante, la protestation contre les génocides faits aux Amériques et qui était toujours sans opposition aux autorités, et l'arrivée des jésuites qui prennent le contrôle de l'école d'Alicante à travers donc la controverse de Valladolid, qui aboutit à justifier
la colonisation, qui aboutit à justifier le fait de confier les droits des populations ou individus déficients, supposés déficients, à des commanderos, des encomenderos, qui n'ont aucun contrôle, qui ne sont contrôlés par personne, qui sont jugés partis. Et ça donne donc le réveil britannique, ayant peur de la domination de Charles Quint, un pouvoir trop puissant de l'autre côté de ses côtes. Il fallait réagir, et l'augmentation du pouvoir grâce à l'expansion coloniale était nécessaire. Peut-être, Bernard, je t'arrête là pour qu'on ait juste un écho de ce que ça évoque à Claire. Ça m'évoque que c'est passionnant parce que je pense que ça pourrait paraître comme ça extrêmement historique et poussiéreux, mais en réalité, donc, vous mettez le doigt sur même en fait un enjeu de la distinction que je faisais entre ius ad tutelam et ius in tutelam, puisque ça fait écho donc au ius ad bellum, ius in bello. Et en fait, effectivement, hein, le droit de la protection en général, je pense que vous avez vraiment, je vous remercie beaucoup. Moi, je suis absolument ignorante de tout ce que vous avez dit, mais ce que ça m'évoque en tant que philosophe, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux conceptuels liés en fait, à un cadre théologique de la notion de protection, et que c'est encore dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on pense, pour ou contre, mais c'est aussi dans ce cadre-là qu'on pense. Et alors sans doute qu'effectivement, il faudrait vraiment, nous, en tant que philosophes, moi je ne le connais pas, mais peut-être que Fabrice, Benoît, Clotilde, vous en savez plus que moi, il faudrait sans doute faire un travail sur effectivement la notion de droit de protection et les présupposés que cette histoire nous a légués. Tout ce que vous dites là me paraît extrêmement précieux dans ce cadre-là. Ouais, je peux quand même dire une chose, toute entrée dans le loi sociale, dans le droit social, fait disparaître, dès qu'on rentre dans le droit social, les droits ne sont plus, la garantie des droits n'est plus assurée. C'est strictement ça, la relation de paternalisme, c'est du discrétionnaire et aucun des droits inaliénable, même inaliénable, n'est plus assuré. En tout cas, c'est important que vous puissiez l'exprimer, c'est certain. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci pour votre disponibilité, Claire. Merci au public. Et donc, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps. Je voulais juste dire qu'il y avait une séance qui était prévue en juin, qui sera sans doute reportée, ce sera confirmé par message. Et voilà, on vous tient au courant de toute façon de la suite. Merci beaucoup vraiment à tout le monde. Et puis, merci en particulier à ceux qui ont laissé des messages dans le chat et je me tiens à la disposition. Enfin, je serais très, très heureuse de pouvoir discuter avec les gens qui auraient des objections à ce que je dis en particulier. Merci. Je pense que tout le monde le notera. J'attends votre lien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Claire.